Bien, bonjour à toutes et tous et merci de votre invitation à cette conférence sur l'avenir des territoires de la région. Donc, je suis Laure Casanova-Hainaut, maître de conférence en géographie, aménagement à l'Université d'Avignon au sein du laboratoire Espace. Et donc j'interviens devant vous ce matin en tant que membre et présidente du Conseil scientifique d'appui à la connaissance et à la planification stratégique. Donc ce conseil, comme vous l'avez dit, réunit 15 chercheurs et experts qui sont donc des experts de ce territoire, qui apportent des éclairages sur les problématiques territoriales nouvelles à fort enjeu qui se posent à la région. Donc ces derniers mois, notre conseil scientifique a travaillé sur les questions de la crise sanitaire. Donc nos membres ont croisé leur lecture des enjeux d'aménagement soulevés par cette crise. Notre ambition a été de mener une réflexion collective en échangeant les points de vue des différents membres qui sont issus de différents milieux professionnels, académiques, de différents domaines de spécialité. Donc s'il est un constat sur lequel nous nous accordons toutes et tous, encore ici ce matin, c'est que la crise sanitaire a modifié nos rapports au territoire. Et nous avons besoin de comprendre, de mesurer, d'analyser la portée des changements en cours. Et ce travail, s'il est fait en toute rigueur, va prendre du temps et nécessitera que des moyens soient consacrés pour la recherche publique. Donc, dans l'attente de la consolidation de ces connaissances sur la crise et de ses conséquences, nous nous devons de considérer avec prudence toutes les bonnes recettes face à la crise, toutes les adaptations heureuses à la crise qui ont été envisagées ici et là ces dernières semaines. On a par exemple beaucoup vanté, beaucoup parlé du télétravail comme moyen de libérer de l'espace urbain, de réduire l'empreinte carbone des villes, de réduire les mobilités. Or, il nous semble important de rappeler ici que seulement 30% des emplois de la région sont télétravaillables, donc c'est à relativiser. Et deuxièmement, cette pratique induit également des coûts environnementaux. Puisqu'elle induit des effets report en matière de suréquipement numérique, donc on pense aux data centers, des reports de coûts environnementaux en matière de consommation énergétique à l'échelle des habitations, et également par la recherche de logements plus grands, donc probablement par l'amplification du phénomène de périurbanisation. Ainsi, la plupart donc, de ces bonnes recettes face à la crise nécessitent des compléments d'analyse. Et elles ont parfois été vantées un peu trop vite sur l'autel de paradigmes forts de l'action publique, de paradigmes auxquels on tient, comme par exemple la densité urbaine. Donc, dans cette période de changement, dans cette incertitude, nous nous sommes posé la question de savoir à quelle balise l'action publique peut s'accrocher et quels sont les principes d'intervention qui doivent aujourd'hui être questionnés. C'est dans cette perspective que nous avons réétudié les problématiques inscrites dans le SRADET et nos réflexions ont abouti à 3 constats principaux. Premier constat fait par notre Conseil, le contexte actuel ne suggère pas de remettre en cause les fondamentaux de l'aménagement urbain qui sont toujours valides, même si ça paraisse aujourd'hui dans le même temps fragilisé, j'y reviendrai. Donc en effet, les chercheurs et experts de notre Conseil s'accordent sur l'idée que plusieurs grandes orientations d'aménagement transcendent la crise actuelle. Le besoin de revitalisation des centres-villes, de développement des commerces et services de proximité, y compris du point de vue des circuits courts alimentaires. Cela a été dit encore ce matin, le besoin de végétalisation des espaces urbains et de maîtrise des îlots de chaleur, le besoin de développement de l'offre de transport collectif et de réduire les mobilités carbonées, le besoin de contenir l'artificialisation des sols au sein des enveloppes urbaines existantes. À cet égard, la critique vis-à-vis des cœurs urbains et de leur densité entre en contradiction, il faut le souligner ici, avec les politiques actuelles d'aménagement. Et je renvoie aussi sur ce sujet au travail de prospective réalisé par le MEDE et l'ADEME en 2013 et dont les résultats sont restitués dans un document intitulé « Repenser les villes dans la société post-carbone », rapport qui est très riche d'enseignements à ce sujet. Autres fondamentaux de l'aménagement urbain qui transcendent la crise, vous l'avez redit tout à l'heure, le besoin de renforcement des polarités des villes moyennes et petites,
Et enfin, le besoin de coordination des acteurs publics et l'abandon des réflexes d'investissement dans les infrastructures urbaines au profit des approches d'organisation, de gestion de l'aménagement. Donc ces fondamentaux figurent d'ores et déjà dans le SRADET et mobilisent les acteurs du territoire. Il nous semble important de le redire. Ils sont valides, donc doivent continuer de mobiliser, mais il nous semble aussi, de manière peut-être paradoxale, que ces fondamentaux sont fragilisés. C'est que l'action publique est en elle-même fragilisée, et la crise fait craindre qu'elle le soit encore davantage. Je citerai 3 illustrations de ce mouvement de fragilisation. Certaines fragilités relèvent en fait de difficultés dans l'application partout et pour tous de ces fondamentaux de l'aménagement. C'est l'idée que des régimes dérogatoires à l'application de ces fondamentaux sont possibles. Constat de carence en logements sociaux, éligibilité des structures collectives à la comptabilité du logement social, poursuite localement de l'artificialisation à des rythmes élevés, investissement dans les infrastructures de transport carboné, urbanisation en zone à risque. Donc on sent autant d'exemples. Parallèlement à ces difficultés d'application et de coordination pour la mise en œuvre de ces fondamentaux de l'aménagement, existe un mouvement de fond qui fragilise l'action publique. Il est lié à la pénétration des principes d'entrepreneuriat urbain, de compétition pour la recherche de ressources que le monde académique étudie aujourd'hui à travers le mouvement de néolibéralisation de l'aménagement urbain, dont une des conséquences mises en avant est la résidualisation des politiques de redistribution, un certain renoncement de la planification spatiale, par exemple vis-à-vis des appareils productifs locaux, et je renvoie ici aux travaux de Jacques Garnier sur ces questions. Enfin, 3e point qui pourrait laisser penser une fragilisation de l'action publique renforcée dans ce contexte de crise, c'est la question de la baisse des ressources du secteur public local en 2020 et celle annoncée pour 2021, avec l'incertitude sur la CVAE, donc sur la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises, et plus largement sur la baisse des impôts de production, qui fait craindre un affaiblissement des moyens de la régulation publique. Donc en résumé sur ce point, la crise renforce le besoin de régulation publique, de politique publique, de coordination et d'intelligence collective dans la mise en œuvre de cette action, et les orientations d'ores et déjà identifiées dans le SRADET restent pertinentes. Donc, 2e constat fait par notre Conseil, c'est l'idée que dans la période de confinement et dans la période de réduction des interactions dans nos vies sociales, professionnelles, scolaires, on a observé des tensions exacerbées au sein de certains espaces et au sein de certains groupes sociaux. Ces tensions se sont cristallisées à partir de situations que l'on a nommées au sein de notre Conseil des situations d'inconfort spatial, qui se sont souvent cumulées dans divers domaines. 3 principaux facteurs sont à l'origine de cet inconfort spatial, selon nous. Premièrement, le mal-logement. L'inconfort spatial lié à la suroccupation, qui concerne 12% de la population dans la région, au sous-équipement des logements, à l'insalubrité, à l'absence d'extérieur, est une première source d'inconfort spatial. Autre chiffre éloquent sur ce thème, tous les départements de la région enregistrent un taux d'effort, c'est-à-dire une part de dépenses consacrées au logement dans les revenus, un taux d'effort supérieur à la moyenne nationale qui est de 18%. Il atteint 25% dans les Alpes-Maritimes, 27% pour les locataires des parcs locatifs privés, et il n'épargne pas non plus les accédants à la propriété. 2e facteur d'inconfort spatial, le déficit, vous en avez parlé tout à l'heure, d'espaces publics de proximité et de qualité. Cette crise a mis en évidence des zones blanches en matière de couverture d'espaces publics, mais aussi des différences de qualité importantes entre ces espaces, puis des rencontres manquées avec certains types de publics. Or, les espaces publics ont une place essentielle dans nos territoires, dans la ville. Ils sont le socle nécessaire à l'existence de liens sociaux dans la ville, et puis ils sont aussi une condition minimum nécessaire pour l'acceptation des densités urbaines que l'on appelle de nos voeux depuis ce matin. 3e facteur important d'inconfort spatial révélé par cette crise, le déficit d'accès à des services présentiels minimums.
On entend par là les services de santé, les services d'approvisionnement alimentaire, services de livraison par exemple, l'accès au numérique dont on a pu mesurer les conséquences pour la continuité pédagogique des élèves. Ces situations d'inconfort spatial, on en cite ici seulement 3 sources principales, mais ces situations d'inconfort spatial, elles ont pesé comme un régime de contraintes qui s'est additionné à des contraintes préexistantes et ont accentué les fragilités sociales et renforcé par voie de conséquence les inégalités dans la région. Certains publics sont particulièrement concernés. Les personnes à faible revenu, mais aussi les femmes qui ont été particulièrement concernées pendant cette crise, les personnes âgées ou encore les jeunes. Afin d'agir sur ces tensions, notre Conseil invite à un renforcement des mesures dans les 3 domaines que nous venons de citer, par exemple par la poursuite des politiques urbaines de réparation dans les quartiers prioritaires de la ville. Troisième constat fait par notre Conseil, qui est peut-être aussi une proposition, c'est l'idée que la résolution de ces inégalités sociales et territoriales est une condition de maintien de l'attractivité urbaine et métropolitaine de nos territoires. L'attractivité d'une métropole, une grande ville, est souvent mesurée au prisme de sa capacité à attirer ce qu'on a appelé les emplois métropolitains stratégiques, ces emplois du tertiaire supérieur à forte valeur ajoutée. Or, la crise sanitaire a révélé que les métiers banals, les métiers de première ligne, tels que les métiers de la distribution alimentaire, de la logistique, de la gestion des approvisionnements en eau, en électricité, en numérique, les métiers de la santé, les métiers du nettoyage, les métiers du ramassage des déchets, les métiers de la sécurité, ces métiers étaient aussi très stratégiques pour ces territoires, au sens où ils sont essentiels à leur bon fonctionnement. Or, ces métiers sont exercés par les populations les moins dotées en termes de revenus, de possession de véhicules individuels, de transport collectif, et leurs droits à la ville sont donc limités. Mettre en place des politiques publiques d'accès au logement et au transport public adaptés également à ces publics apparaît donc aujourd'hui comme un facteur d'attractivité territoriale. On le sait, les bassins d'emploi de ces travailleurs sont très souvent ceux où les prix des logements sont les plus élevés et où les taux d'effort sont en conséquence d'autant plus importants, que ce soit en tant que locataire du parc privé ou en tant qu'accédant à la propriété, je le répète ici. Il y a un véritable tri social qui s'opère par le marché du logement, particulièrement excluant au sein des villes, et il appelle donc à davantage d'intervention publique dans ce domaine. Afin de répondre à ces enjeux dits de justice spatiale et sociale, le SRADDET pourrait renforcer les orientations sur ces sujets. L'investissement public post-crise ne doit donc pas se détourner de ces orientations de long terme et doit garantir des moyens pour la maîtrise publique dans le domaine de l'aménagement du territoire. C'est bien la seule condition, selon notre Conseil, pour ne pas mettre en difficulté la réalisation des objectifs du SRADDET à concilier attractivité économique, résidentielle et durabilité des territoires de la région. Merci de votre écoute.